Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui, on revient sur la communication en ufologie au travers d'un article d'un ancien collaborateur qui avait écrit un article dans Ufomania. Donc nous allons regarder cet article et vous allez voir, il est révélateur de ce qu'il faut faire en ufologie et il décrypte bien en fait l'univers, enfin, la sphère justement ufologique et voir comment en fait on peut changer les choses. Alors cet article c'est quand même un article assez fondateur je trouve, même par rapport moi à ce que j'ai écrit, parce que vous allez voir, il apporte en fait certaines réponses à la nécessité justement d'être ensemble que d'être séparés les uns les autres. Voilà. Donc en ce qui concerne par exemple les querelles de chez Appel, etc. Et vous allez voir, c'est un article véritablement pertinent. On aura l'occasion en fait tout simplement d'en discuter juste après, de faire on va dire une petite analyse de l'article, de l'ensemble de l'article. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec donc cet article. Alors que j'ai enlevé en fait la photo et le nom de la personne. Donc on va l'appeler David. Voilà, donc voilà ce qui nous a écrit. C'est un membre donc de l'ufologie dynamique. Donc c'est refondre la dynamique ufologique. Alors, l'article commence par plus de 60 années d'ufologie n'ont pas permis, hélas, de structurer les différents groupements existants. Ça, on l'a vu par exemple dans le livre de Thibaut Canuti, Le temps des soucoupistes, où en fait on voit les querelles de chapelle à travers les associations, mais on le voit aussi aujourd'hui, de toute façon ça s'est transposé sur Internet. Donc, mais tout n'est pas perdu, si chacun prend conscience des efforts à fournir et surtout de la nécessité de se serrer les coudes. Avec cet article, je voudrais exposer les priorités au sein du mouvement. Bon, là, c'était à l'époque le mouvement normand ufologie dynamique, nous semble être celle d'une ufologie qui se veut à la fois réaliste, concrète, sérieuse et positive. Vous vous rappelez, à chaque fois que je vous parle en fait de ma méthode d'approche, de la méthode d'approche de l'ufologie dynamique, c'est être sérieux, positif, concret et réaliste. On est vraiment en dehors du champ irrationnel, dogmatique. Donc ces priorités sont nées des problématiques que nos débats ont pointées et notre but en les exposant est de susciter un échange constructif avec tous les ufologues de bonne volonté. Je note les ufologues de bonne volonté. C'est pas le cas de tout le monde. Ce faisant, nous ne cherchons pas à polémiquer. Ça, c'est vrai, on n'a jamais cherché, nous, à polémiquer. Même si, dans certaines sphères ufologiques en France, ils ont pensé en fait qu'on polémiquait sur la question. Pas du tout. On est plutôt vers le chemin démocratique que sur la polémique interne. Ce faisant, nous ne cherchons pas à polémiquer et à nous affronter au sujet de telle ou telle hypothèse. En effet, vous vous rappelez qu'à chaque fois dans chaque vidéo, souvent, dans la plupart du temps, où on l'a vu au travers du premier débat, on essaie de mettre de côté les hypothèses, parce que les hypothèses, c'est quelque chose d'assez. D'ailleurs, on aura l'occasion, je vous donnerai la date du deuxième prochain live consacré aux hypothèses. C'est un sujet brûlant, mais aussi c'est un sujet qui suscite des passions, mais aussi des croyances. Donc, il faut faire extrêmement attention avec cet aspect des hypothèses. Car rien ne nous est plus cher que de participer à construire aujourd'hui l'ufologie de demain. Effectivement, l'article a été écrit il y a maintenant d'assez nombreuses années, mais en fin de compte, il est toujours d'actualité, vous allez savoir pourquoi. Le premier de ces constats est que tout passionné d'ufologie, qu'il soit enquêteur de terrain, chercheur érudit ou archiviste qui œuvre dans le domaine depuis des années, peut le faire facilement, à savoir que l'ufologie se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Rien n'est plus évident en effet que nous nous trouvons face à un choix crucial au regard de l'avenir de l'ufologie. Choix que je résumerai d'une manière brutale. Soit l'ufologie, forte de l'accumulation de ses vidéos YouTube, de ses photos postées sur le web, de ses forums modérés et immodérés, de ses documents PDF déclassifiés, entre guillemets, et de ses soirées TV spéciales paranormales, s'ancrera dans une web culture qui la relèguera à la rubrique insolite ou sensationnaliste de n'importe quel média. Mais oui, rappelez-vous, et je viens d'en débattre sur Twitter au moment où je fais la vidéo. J'en ai battu sur Twitter hier soir avec quelqu'un que je crois qui est membre du CERO. On essaie d'expliquer
que le but n'est pas d'imposer de l'insolite et du sensationnalisme. Le but est d'imposer quelque chose de rationnel. Et donc, automatiquement, cette approche un peu trop insolite ou sensationnelle ira obligatoirement dans n'importe quel média. Et dans ce cas, elle disparaîtra petit à petit en tant que réel mouvement d'étude d'un phénomène inconnu. Ben oui, ce mouvement d'étude pragmatique, il va disparaître au profit de quelque chose qui sera toujours lié au folklore et qui sera toujours analysé par les sociopsychologues, par des gens du CNRS, comme quoi ces gens ne sont pas sérieux et ce sont souvent des croyants, alors qu'on n'est pas du tout des croyants. Sachant que je dis toujours que l'ufologie n'est pas un objet de foi, hein, d'accord ? La foi, c'est autre chose. Donc, soit elle simplifiera son organisation, canalisera ses forces, fera taire ses polémiques. C'est vrai, ça serait bien de faire taire ces polémiques, même s'il y en a qui continuent en fait à la nourrir. Travaillera en réseau dans le but de décrédibiliser l'existence de ce phénomène mystérieux, suscitant alors au sein de la communauté scientifique et des instances politiques un vrai désir d'octroyer les moyens à l'étude du phénomène OVNI. Ce constat est abrupt, je me rends compte, mais il me semble bien refléter, résumer le défi principal auquel doit faire face l'ufologie. Alors, on va continuer de l'ufologie. Alors, on va reprendre là-haut. Après plus de 60 ans d'investigation tous azimuts, nous avons en effet longtemps vécu en pariant sur l'accumulation de cas dans l'attente de l'affaire ultime qui non seulement lèverait tous les doutes des sceptiques au sujet de l'existence du phénomène, mais aussi nous fournirait des indices cruciaux quant à son origine. Ce faisant, nous avons pensé et pensons encore que cette accumulation de cas ferait naturellement basculer l'OVNI du statut d'objet hypothétique à celui d'objet scientifique. Eh ben nous y sommes. Rappelez-vous, dans mes récentes vidéos, je parle des projets scientifiques. Ça y est, nous sommes vraiment à la croisée des chemins de l'objet scientifique. Et cet objet scientifique, qui est en train de se transformer, va pouvoir nettoyer cette ufologie du folklore. Elle va pouvoir en fait nettoyer cette fameuse ufologie d'arrière-garde, qui nous parle de crash d'OVNI à tout va, qui nous parle du mot provenant d'Espagne, qui nous parle de Majestic 12, qui nous parle de documents qui sont invérifiables, invérifiés, etc. Toute cette ufologie va rentrer dans le déclin, en fait. Elle va le décliner. Elle va décliner parce que c'est en train de devenir un objet scientifique. Nous l'avons vu au travers de projets absolument sérieux. Il y en a d'ailleurs encore un nouveau projet, une fondation qui est en train de se créer, qui va être de stature de classe internationale. C'est que des scientifiques. Ce n'est pas le gars du coin, du bar PMU qui nous parle d'OVNI là. Nous sommes vers des physiciens, des astrophysiciens, des chimistes, des spécialistes en anthropologie, etc. Nous avons vu l'universitaire américaine qui est en train de mobiliser tout un tas d'universitaires à travers de grandes universités comme Stanford, Cambridge. Ce qui se passe est en train de se transformer. Et cette ufologie d'arrière-garde de croyants est en train de décliner. Donc pas besoin de se battre contre elle, pas besoin de s'opposer à elle. Je ne m'oppose plus à elle d'ailleurs. Je ne suis plus en opposition alors qu'en 2012, 2013, de 2005 à 2012-2013, je me suis opposé à cette vieille ufologie. Je ne m'y oppose plus parce que la science va faire son travail, tout simplement. Donc vous allez pouvoir retrouver une véritable étude du phénomène, un véritable objet scientifique qui va pouvoir s'intégrer au sein de la société. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Le but n'est pas faire des vidéos en parlant de crash d'OVNI, en parlant du mot espagnol à la sauce extraterrestre. Le but est d'envoyer un message d'un objet scientifique qui peut être un objet scientifique tout à fait pragmatique, avec comme données quantifiées des témoignages de pilotes civils, militaires, astronomes, mais aussi forcément des citoyens tout à fait crédibles et de bonne foi. Or, que nous constatons aujourd'hui, nous dit l'article, que les ouvrages d'ufologie sont toujours rangés dans le rayon ésotérisme des libraires, à savoir seulement quelques dizaines de centimètres du rayon science. Ce n'est vraiment pas de chance. Ben non, c'est pas de chance. Et ça continue. Allez voir sur Amazon et allez passer dans les magasins qui vendent des librairies. C'est toujours dans le rayon
dans le rayon ésotérique paranormal. Alors que notre but, notre travail, nous par exemple avec Ufologie Dynamique, là ici présent dans cet article, c'était toujours de sortir ce livre pour pouvoir le mettre dans science ou à la rigueur fait de société. Mais éviter le sortir à côté du fantôme, à côté du château hanté, à côté de je ne sais pas quelle théorie ou liée au paranormal ou parapsychisme, ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème. À la rigueur, laissons les livres sur les humours espagnols avec les fantômes et puis retirons nous nos livres sérieux d'ufologie et les mettons-les dans science, surtout quand ils sont très bons. Donc que les cas s'accumulent de manière anarchique et qu'il n'ait plus une semaine ou une journée sans lot de vidéos et photos d'OVNI, tout document numérique dont les sources et conditions d'obtention et le contenu en font des objets informationnels hautement non identifiables. Ah bah oui. Regardez ce qui s'est passé avec depuis l'audition au Congrès. Mais Internet est rempli de vidéos et de photos d'OVNI, de phénomènes aérospatiaux identifiés ou d'anomalies aériennes non conventionnelles pour ma terminologie. Et donc, regardez ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe. C'est rien, et plus rien n'est vérifiable. On peut même plus quantifier. C'est devenu totalement une folie. Et donc, que pouvons-nous faire de cette matière ? Comment séparer le bon gras de l'ivraie et faire en sorte que l'information fiable contribue à la construction de l'édifice ufologique ? Mais surtout, comment pouvons-nous espérer susciter l'intérêt de la communauté scientifique si nous n'aidons pas cette communauté à voir l'OVNI autrement que sous la forme d'un objet socio-culturel ou folklorique ? Impossible. Voire indigne. Bah oui, parce que d'une étude sérieuse. Parce qu'en fait, c'est indigne que le phénomène, les études sur le phénomène, les travaux qui ont été déjà faits sur le phénomène depuis bien longtemps, même par des ufologues très très sérieux, c'est totalement indigne qu'ils soient en fait mis sous le prisme socioculturel et folklorique. C'est totalement indigne parce que et c'est pas juste. Et c'est pas juste que des témoignages de pilotes civils et militaires soient mis sous l'angle folklorique ou socioculturel. C'est pas possible. Déjà d'un point de vue technique, c'est pas possible. Donc effectivement, il se pose la question. Fort de ce constat, nous pensons que la première des priorités de l'ufologie d'aujourd'hui est de contribuer par son attitude, son influence et sa stratégie de communication à ce que les seules instances réellement capables d'étudier le phénomène, à savoir la communauté scientifique entendue au sens large, instances scientifiques officielles mais aussi militaires et politiques, soient suffisamment convaincus par notre discours pour décider de faire basculer une fois pour toutes l'objet OVNI de son statut hypothétique à son statut scientifique, celui qu'il est en train de devenir. Je me félicite quand même de ce qui se passe actuellement. Alors, bien sûr, on ne va pas se jeter les lauriers de ce que nous avons fait dans notre notre petite localité, et puis toutes nos coupures de presse et de journaux, et la bonne relation qu'on avait avec les médias, parce qu'on communiquait justement de la bonne manière. Mais je veux dire qu'on a peut-être mis, on va pas tirer la couverture de notre côté, mais on a peut-être mis un tout petit pourcent sur le fait que les scientifiques s'y intéressent, dans la manière de communiquer. Peut-être grâce à nos articles de journaux. En ce qui concerne, c'était le département normand à l'époque. Et donc, après, ça s'est étalé un petit peu sur la France, parce qu'après, quand les articles sur l'Ufomania, ils étaient diffusés un petit peu partout en France, etc. Donc on avait l'occasion quand même de lancer quand même la parole un petit peu auprès de diverses personnes. Mais faut savoir que les médias en plus se passent quand même les articles entre presse. Donc on a pu quand même lancer aussi cette approche que l'on voulait justement. Alors peut-être quelque part l'objet scientifique est dû forcément aux grandes annonces que nous avons eues récemment, mais je pense que de point de vue des amateurs, du moins ceux qui ont travaillé véritablement avec pragmatisme, avec sérieux, je pense qu'on a porté leur pierre à l'édifice justement de cette idée du statut scientifique de l'OVNI, tout simplement. Donc, dit plus simplement et de manière plus choquante, je pense que les ufologues de demain n'auront pas pour but d'étudier le phénomène OVNI, mais de contribuer à l'élaboration d'un solide dossier qui donnera à l'envie à ceux qui ont des capacités et les moyens de lancer de vraies études sur les phénomènes en ancrant ces études dans la reconnaissance officielle de la durée.
Cette nouvelle attitude ufologique se veut une vraie initiative citoyenne du lobbying auprès des autorités, donc c'est un lobbying, plus qu'une démarche de chercheurs solitaires férus sur le web. Pour parvenir à ce but, que nous en sommes conscients, demande une énergie colossale. Ah, ça, je peux vous le dire que ça demande une énergie colossale, tellement une énergie colossale que je m'y suis épuisé moi-même. Pour ça que j'ai mis vraiment un moment l'aspect associatif. L'aspect actif, je l'ai mis complètement en 2014 de côté parce que j'en pouvais plus, quoi. Et en plus, on se battait à l'intérieur, donc en même temps de la sphère ufologique. On se battait avec des gens qui voyaient tout et n'importe quoi, et qui croyaient tout et n'importe quoi, et qui proposaient tout et n'importe quoi. Donc imaginez ça, plus en face les scientifiques, plus en face les sceptiques. Imaginez dans l'état que vous vous trouvez psychologiquement. C'est extrêmement difficile parce que vous vous battez pour une espèce, alors pas pour une vérité, mais pour apporter autre chose d'autre, et en même temps vous avez l'arrière-garde ufologique, ce que j'appelle les vieux schnocks, n'en déplaise à certains. Vous avez l'arrière-garde ufologique avec leurs vieux livres et leurs soucoupes en ferraille qui vont vous mettre la pression pour vous dire ouais mais non mais ce que vous faites c'est n'importe quoi, non faut pas les écouter, et qui vont mettre des bâtons dans les roues. C'est une horreur, hein. C'est un véritable cauchemar, c'est un panier de crabes le monde ufologique. Si vous mettez les mains dedans, attention, ça pince. Donc alors, une énergie colossale, nous pensons que l'ufologie doit travailler sur plusieurs problématiques internes. Ouais, effectivement, je pense que certains ont besoin de psychiatres. Donc, la première concerne son attitude vis-à-vis de l'information OVNI et le saut de crédibilité que l'ufologie responsable doit apposer sur cette information pour consulter un lobbying solide. Cela pose donc la problématique de recueil de l'information brute dans la requête sur le terrain, mais aussi de la validation de cette information par les organisations ufologiques. La nouvelle implantation du MUFON en France est peut-être la réponse à ce problème, car c'est cette organisation. Alors, je rappelle que l'article, là, c'est un article de 2013 ou 2014, c'est en fait l'arrivée du MUFON en France, hein, dont j'avais été directeur régional sur la première année, et donc, la première année d'implantation, hein, sous l'égide, sous l'impulsion de John Tomlinson, et donc, effectivement, au départ, on pensait que le MUFON, oui, le MUFON, effectivement, peut être une organisation sérieuse, mais bon, après, c'est rattaché plus ou moins aux États-Unis. Donc après, il y a l'imagerie aussi de ce que proposent les États-Unis. Vous connaissez cette image, hein, pour certains d'entre vous, du moins ceux qui connaissent bien l'ufologie. Des fois, c'est pas très gratifiant. Donc voilà. Donc la seconde problématique concerne la formation, le passage de relais à une génération nouvelle d'ufologues. Alors on en a parlé en le live. Rappelez-vous, lors du premier live, on m'a posé des questions. Il y a même quelqu'un qui est intervenu, d'ailleurs, un débatteur qui est intervenu en disant oui, il faudrait peut-être renouveler, il faudrait que ces générations, une certaine génération s'éteigne, on va dire, entre guillemets, et puis qu'une nouvelle puisse prendre le relais. Mais vous inquiétez pas, c'est en train de se faire. De plus en plus de jeunes sont attirés par une ufologie pragmatique et plus l'ufologie sensationnelle, irrationnelle, qui ne veut rien dire. Et puis qui n'apporte rien de toute façon au débat et qui ne transforme pas de toute façon l'OVNI en objet scientifique, mais plutôt en objet folklorique. Donc, effectivement, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et cet article est bien parce que cet article, c'est pour ça que je disais qu'il était fondateur. Et notre capacité à attirer les jeunes vers l'ufologie. C'est pour ça que j'avais appelé l'ufologie dynamique, c'était aussi la dynamique jeunesse et ufologie. C'est en effet une constante, quiconque se rendant à une manifestation ufologique peut faire ses propres yeux. De ses propres yeux. Le Moyen-Âge des ufologues est très élevé. Je fais moi-même partie de cet âge élevé. Moi aussi, je fais partie de cet âge élevé, mais déjà en 2012, 2013, etc., la moyenne d'âge était très élevée. Tous ceux qui présentaient leurs théories, leurs thèses, leurs livres ou je ne sais quoi au repas ufologique, c'était des gens quand même qui avaient largement plus de 60 ans. Hein. Il y avait rarement des jeunes. Hein. Il y avait très très peu de jeunes en fin de compte. C'est ce que j'appelle l'arrière-garde de l'ufologie, hein, ceux qui se parlaient sur les listes de discussion là, où il fallait pas surtout bouger leur vieille ufologie bien poussiéreuse, parce que attention, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux qui arrivent là? Je m'en souviens très bien, j'ai encore des messages de liste de discussion, je pourrais les faire lire, vous allez voir, c'est quand même gratiné. Donc le moyen d'âge des ufologues est très élevé. Parallèlement à cela, la culture cinématographique, littéraire et des jeux vidéo dont se nourrissent les jeunes générations d'aujourd'hui montrent bien leur intérêt pour la culture OVNI. Comment se fait-il donc que ces jeunes qui s'intéressent de manière diffuse à ce sujet ne poussent pas la porte de l'ufologie? Deux causes principales pourquoi les jeunes ne s'y intéressent pas. Quoique ça change quand même aujourd'hui, là, en 2023. La preuve sur le Discord. Deux causes principales expliquent ce fait à nos yeux. La première, que l'ufologie d'aujourd'hui ressemble à une jungle de mouvements.
c'est clair. D'associations, de chapelles, qui, tout inconsciemment ou non, sont tournées le plus souvent vers l'intérieur et la recherche solitaire. Mais oui, c'est tourné vers l'intérieur. C'est tourné vers l'intérieur. Je suis désolé, mais j'insiste à propos de certaines chaînes YouTube, certains comptes de réseaux sociaux de gens qui parlent des ovnis, c'est tourné vers l'intérieur. Ce n'est pas tourné vers l'extérieur. C'est auto-centré. C'est une chapelle. Il faut aller voir, il faut avoir un regard sociologique aussi au point de vue de l'ufologie, au point de vue du comportement des gens. Allez voir ces chaînes, écoutez les thèmes qu'ils abordent, écoutez, regardez les commentaires des gens, c'est des chapelles. Vous rentrez dans une église. Donc, la crédibilité, si vous voulez, elle en prend un coup. La crédibilité, elle en prend un coup, parce que si vous êtes quelqu'un qui est sérieux, qui a un cursus scientifique, universitaire, vous écoutez ça, puis vous allez dire, mais c'est quoi, c'est rigolo, mais c'est quoi ces gens pas sérieux? Ah, c'est ça les ufologues? Ah, c'est ça les gens qui s'intéressent aux phénomènes aérospatiaux identifiés? Ah, c'est ces gens-là? C'est pas une histoire d'être fermé à tout un tas d'hypothèses, tout un tas d'idées, tout un tas de théories. C'est histoire d'attirer les autres vers une étude sérieuse. Et ça, et on ne le comprend toujours pas aujourd'hui. C'est incroyable. Je l'ai vu hier là sur Twitter, j'ai eu une petite discussion avec la personne là du CERO. On dit que les gens ils sont coincés, mais les gens ne sont pas coincés. Il faut pouvoir les attirer vers cette étude. Et c'est sûrement pas en leur parlant de extraterrestres espagnols qui mangent de la paella avec un astrophysicien que on va faire avancer le schmilblick. Excusez-moi, je fais un peu d'humour, mais je suis obligé d'être ironique. Je suis obligé de faire d'ironique. C'est pour ça quand je regarde des fois leur émission sur YouTube, j'esquisse un sourire. Mais en même temps, c'est dramatique. C'est dramatique parce que je vois pas quel est le sérieux de parler de 10 crashs d'OVNI. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Effectivement, ça fait partie de l'ufologie. Effectivement, ça fait partie d'une étude. Ça peut faire partie d'une étude avec de la documentation et de la recherche. Mais ça, c'est interne. Mais si on veut s'ouvrir vers les autres, au lieu de nourrir les croyances de ses viewers, parce que c'est ce qu'on fait en fait, nourrir les croyances de ses viewers, il faut plutôt revenir à la raison et se dire, ok, il faut que ça devienne un objet scientifique, je vais peut-être éviter de parler de ça. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir des tas de discussions sur des tas de domaines. Moi, franchement, quand je vais présenter ma bibliothèque ufologique, vous allez voir, vous avez de tout. Hein. Attention, vous avez de tout. Et d'ailleurs, tout le monde serait content. Toute la sphère ufologique serait contente. Parce que j'ai tous les domaines de l'ufologie qui se rapportent à ma bibliothèque en termes de documentation, en termes de livres, etc. J'ai tout. Je me suis intéressé à tout à l'ufologie. Donc, ça va loin. Hein. Ça va même très loin, je peux vous le dire. Donc, c'est pas un problème. Hein. C'est pas une histoire de fermeture. C'est pas une histoire d'être coincé. C'est une histoire peut-être de changer la vision des choses pour pouvoir justement, ce que je dis souvent, intégrer la société. Donc, on revient sur l'article. Bien peu se tournent vers l'extérieur pour susciter l'intérêt des néophytes. Ben oui, vers l'extérieur, c'est ce que je disais. Et les faire rêver de participer à l'étude de l'un des plus grands mystères de notre temps. Corollaire de l'existence de ces jungles ufologiques, oui, on peut dire jungle, les polémiques, affrontements et les guerres d'influence qui non seulement contribuent à rendre confus nos discours, mais de plus n'intéressent absolument pas les jeunes. Ben non, forcément. Alors, c'est plus ou moins vrai parce que à l'époque, même encore aujourd'hui, ce qui intéresse les jeunes, c'est quand même le sensationnalisme. C'est-à-dire pour qu'on leur parle d'extraterrestres, de soucoupes volantes, etc. Donc... Et d'ailleurs, je me souviens de la réaction de Média Infocus, d'excellents Média Infocus qui était venu se débattre, qui est venu apporter sa contribution au premier live, et qui disait effectivement c'est pas très sexy, on va dire. Cette approche n'est pas très sexy, n'est pas très attirante, mais effectivement, elle n'est pas très attirante pour les jeunes parce que ce qu'ils veulent, c'est quand même un peu du X-Files. Et comme on leur donne pas du X-Files, automatiquement ils vont aller ailleurs, ils vont aller chez les autres. Hein, comme ça, ils sont contents, ils vont nourrir leur truc et tout. Alors là, je suis pas contre ça, mais effectivement, cette réaction, elle était cohérente. Ce qu'il disait Média Focus était totalement cohérent. C'est-à-dire que il comprenait que effectivement, des gens vont pas s'accrocher à ça, ils vont s'ennuyer parce que c'est pas l'ufologie d'Independence Day. Hein, c'est clair, on est très loin de ça. Donc l'ufologie doit les faire rêver pour leur expliquer
qui va être leur nouveau chef scout. Ça, c'est marrant. Alors, faire rêver, c'est que ça devienne un objet scientifique. Et le grand rêve, c'est que d'abord, le rêve, c'est en train de se réaliser. Et j'en prends conscience par rapport à ce qui est en train de se passer du point de vue scientifique. Avec le nombre de documents que là je viens de compiler en l'espace de 15 jours sur de véritables projets scientifiques, de véritables études scientifiques faites par des scientifiques, c'est en train de changer. Donc il faut les faire rêver avec ça. Il faut leur dire que ok, c'est plus de la science-fiction, on est sur une problématique scientifique. Donc la seconde problématique pour ce passage de relais générationnel concerne l'accès aux études sérieuses et reconnues pour les jeunes qui souhaiteraient se former dans le domaine. Bien sûr, vous donnez les bons ouvrages, c'est ce que je fais par exemple sur la chaîne YouTube, c'est ce que je fais dans OVNI UAP News pour vous donner en fait, et j'ai encore des infos sérieuses sur le sujet à vous donner. Et si vous êtes des jeunes, sûrement vous êtes plus jeunes que moi, certains d'entre vous, donc le but c'est de vous donner ça. Je préfère vous donner ça que vous donner 10 crashs d'OVNI, d'accord, c'est clair. Parce que si vous avez envie de communiquer en société, on va éviter de parler d'une invasion extraterrestre, mais on va plutôt parler d'observation, de pilotes civils et militaires, d'études scientifiques, puisque aujourd'hui on en a. Vous avez de la matière. Voilà, c'est comme ça qu'en fait, si vous voulez, qu'on voit les choses, sans obligatoirement les imposer aux autres, sans opposer, mais apporter de la matière, c'est ça qu'il vous faut, de la matière. Je suis régulièrement confronté à ce dilemme. Lorsqu'un nouveau venu de l'ufologie me demande des conseils pour lire des ouvrages sérieux, ma première réaction est de lui dire qu'il devra écumer bouquiniste et vide-grenier pour y trouver les ouvrages cruciaux de Jacques Vallée ou Hynek. Bah oui. Il disait Jacques Vallée, il disait Hynek, il disait Aimé Michel. Aimé Michel, Robert Roussel, qui a écrit vraiment des super ouvrages. Bertrand Meust. Je veux dire, n'allez pas lire toutes les bêtises qu'une espèce d'arrière-garde vend là. Et j'en ai dans. On présentera des ouvrages d'auteurs. Vous allez voir, vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Il y a tout et n'importe quoi dans cette histoire. Donc cela témoigne-t-il du mouvement vivant ? Tiens, d'un mouvement vivant. Nous devons contribuer à rendre disponible pour la réédition et la diffusion des grands ouvrages, ça c'est vrai, et aussi soutenir les auteurs actuels qui font un formidable travail. Thibaut Canuti, Fabrice Bonvin, même si les théories de Fabrice Bonvin sont discutables, c'est au moins quelqu'un de sérieux. Thibaut Canuti, qui est quelqu'un de sérieux dans ses ouvrages, qui a vraiment un travail, en tout cas le travail de documentation, lui par contre sur ce côté-là, c'est absolument énorme. Mais aussi des revues sérieuses telles qu'Ufomania. Malheureusement, Ufomania, c'était un article à l'époque d'Ufomania, donc Ufomania qui est fini. Malheureusement, et voilà. En mettant en avant leur travail dans nos opérations de communication. Le but de l'opération de communication, c'est ce qu'on avait mis en place, la stratégie de communication vis-à-vis des médias. C'était une opération de communication, c'était carrément une stratégie quasi militaire. C'était quelque chose qui en fait qui était cadré, qui était extrêmement cadré. Et vous verrez, puisque je vous ai promis que je ferai une vidéo avec des coupures de journaux que l'on a fait sur des médias locaux, et vous allez voir, les coupures de journaux, c'est une véritable leçon de communication. Et on peut, nous, là, s'enorgueillir. Donc je mets au défi beaucoup de faire la même chose. De travailler ce langage. Et pourquoi en fait c'est traité de manière si sérieuse par le journaliste ou les journalistes ou la rédaction, c'est parce qu'on a amené en fait les bons ouvrages, la bonne documentation, et puis il y a aussi le comportement, le comportement social, l'explication claire, nette, la cohérence, etc. Sans mettre en avant une hypothèse quelconque, d'accord, qu'on garde pour soi. Et c'est pas un souci, les hypothèses, mais on les garde pour soi. Ou des discussions de salon. On peut discuter de salon, comme on discutera prochainement dans le deuxième live. Voilà. Mais opération de communication, c'est quelque chose d'extrêmement stratégique en fin de compte. C'est exactement une opération de communication d'une stratégie marketing, si vous voulez, dans une société qui vend un grand produit. Les grandes sociétés ont des plans d'action, des plans stratégiques. C'est exactement pareil pour l'ufologie. Si vous voulez bien communiquer, vous n'avez pas le choix de
tout arrondir. Hein. Vous n'avez pas le choix de bien analyser la société, le comportement des journalistes pour les amener à s'intéresser à ce que vous faites. Donc ça, c'est un travail, hein, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ceci m'amène à la troisième problématique, celle de la communication. Voilà, nous y sommes. Jusqu'ici, la communication des ufologues, c'est très orienté vers les grands médias nationaux, en espérant, en aggrappant quelques secondes d'antenne et quelques articles dans les grands magazines que nous pourrions contribuer à influencer les décideurs et les autorités. Bon, ça, pas du tout. Ça, c'est vrai. C'est pas ça du tout qui va attirer. C'est pas ce qu'on fait actuellement, ce que je vois en ufologie. Hormis les structures scientifiques de niveau international qui sont en train de se faire, là oui ça attire parce que c'est du solide, mais c'est pas ce que nous on fait un petit peu en France, même avec le GEPAN, hein, qui est plutôt un organisme régalien en fin de compte. C'est pas ce que nous on fait là actuellement qui va attirer obligatoirement effectivement les autorités. Là, je vois actuellement des gens qui écrivent à leurs députés avec des lettres. J'ai lu la lettre, j'ai totalement halluciné. Hein. J'ai fait, mais s'ils envoient ça, ils envoient sa trentaine de lettres à ces députés, mais ils vont rigoler les députés. Hein. Ils vont rire. C'est américano-centré. On voit qu'il y a une méconnaissance totale dans la lecture de ces lettres du domaine de la communication, de la sociologie, comment se comportent en fait les politiques sur la question, comment se comportent les médias sur la question. C'est une catastrophe. Personnellement, c'est une catastrophe. Quand j'ai lu les courriers, je vais mobiliser mon député sur la question. C'est sûrement pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Enfin bref, je vais pas me faire professeur. Hein, c'est pas mon rôle. Or, ainsi, je le disais au début de cet article, cette forme de communication n'aboutit plupart du temps qu'à cancrer, enterrer, serait peut-être le terme plus approprié, dans le folklore roswellien des petits gris et autres reptiliens mal intentionnés, les tentatives sincères des ufologues. Oui, c'est une tentative sincère, sûrement de parler de Roswell et des petits gris, mais malheureusement, ça fonctionne pas. Or, il existe une autre stratégie de communication, celle de s'ancrer dans le paysage médiatique local. Oui, faire du local, c'est ce qu'on avait fait, nous. On avait fait que du local. Le paysage médiatique, on était connus au niveau local parce que on s'était ancré en fait avec les médias. C'est cette stratégie que nous mettons en œuvre au sein d'Ufologie Dynamique et nous avons pu constater qu'elle obtenait des retombées positives. Oui, on a même été d'ailleurs cité en exemple par certains responsables en ufologie pour dire non, ce que vous faites, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais bon, je vous renverrai à ma vidéo de présentation. Encore une fois, pour vous dire pourquoi ça bloque. En effet, en communiquant auprès des médias locaux, en organisant des manifestations locales sérieuses, n'est-ce pas, nous avons contribué à crédibiliser notre discours auprès de ceux qui ont des a priori au sujet d'études phénomènes ovnis. Mais aussi susciter le désir de se manifester chez les témoins d'observation. Ces opérations de communication sont de plus l'occasion de faire connaître de manière concrète l'ufologie auprès des jeunes. Bah oui, c'est ce que je faisais par exemple dans les cafés littéraires. Parce que dans les cafés-terrains, vous avez des étudiants, des futurs universitaires, etc. Il faut les sensibiliser sur la question, même s'ils ne sont pas d'accord, même s'ils sont opposés, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, de dire, non, la personne que vous avez en face, c'est comme quelqu'un qui est crédible, quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous dire qui reçoit des lettres espagnoles chez lui dans sa boîte à lettres, quoi. Donc, bref, Jean-Claude Bourret, en son temps, avait intitulé l'un de ses livres « Le nouveau défi des ovnis ». Je n'ai nul doute pour ma part que nous soyons aujourd'hui face à un nouveau défi de l'ufologie. Oui, effectivement. C'est plus un défi des ovnis, c'est un défi de l'ufologie. Mais ce défi est en train de prendre forme en 2023, comme je le disais tout à l'heure. Celui de sa pérennité, de son extension et de sa reconnaissance. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de nouvelles hypothèses. C'est clair, quant à l'origine du phénomène, seulement de bonne volonté et d'efficacité. Voilà pour cet article, vraiment, vraiment qui est fondateur. Et cet article, quelque part, ce que je disais, il est fondateur, mais il met en perspective ce qu'on a aujourd'hui. Il y a une manière positive, enfin il y a un aspect positif, il y a un aspect négatif, excusez-moi. L'aspect positif, c'est que ça devient sérieux. C'est-à-dire, je disais que les scientifiques s'y intéressaient, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, d'accord ? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bon, c'est simple, là sur le Discord, on a à peu près 7 études scientifiques de niveau international sur la question. On les a postées, vous pouvez les traduire. Ça change. Bon, pour l'instant, on n'a pas de réveil trop en France, là, mais ça, c'est normal, on prend toujours le train en retard. Ça, c'est l'aspect positif. Bon, l'aspect positif, c'est qu'ok, il
il y a du solide, et les études appliquées vont pouvoir sensibiliser les médias. Les médias vont pouvoir dire, ok, les scientifiques qui s'en occupent, c'est du sérieux. Bon, voilà, je vous ai dit, je vous ai déjà dit, en fait, cette espèce de cheminement, un peu, cet effet un peu domino, qui va à la fois, en fait, faire boule de neige, etc. Et il y a l'aspect négatif, c'est le web. Et donc là, les réseaux sociaux. Et donc, parce que l'aspect négatif, c'est qu'une chaîne qui est 300 viewers et qui raconte n'importe quoi, ça ne me dérange pas. Mais quand des chaînes ont des milliers de viewers, des milliers d'abonnés et racontent n'importe quoi, pour moi, c'est dramatique. Parce qu'on ce qu'on met dans Alors, je dis pas que les gens sont idiots, qui savent pas prendre du recul, sachant qu'en plus, pour mon rappel, Média Infocus, qui lui regardait aussi ce genre de choses par amusement, en fait, enfin, pas avec un regard amusé. Alors, effectivement, moi, des fois, je regarde, je mets ça, ça va faire rire, mais je mets ça en faisant la cuisine. J'écoute ces émissions sur YouTube en faisant la cuisine, mais en riant de temps en temps, en ayant un sourire, ou des fois un petit peu en fronçant les sourcils. Mais ça, je suis capable de le faire. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas capables de le faire. Il y en a beaucoup qui vont complètement avaler tout ce qu'on leur raconte. En ayant un peu un comportement, en ayant l'air le comportement super assuré, super sérieux, super carré, super cadré. Mais avec un tel comportement, on peut vous faire avaler n'importe quoi. On peut même créer une secte. Donc effectivement, cette problématique, elle est quand même présente. Donc ça, c'est l'aspect négatif. Néanmoins, je suis optimiste concernant, pour rappeler le Média Infocus qui est plutôt pessimiste. Je lui donnerai un message en disant que c'est bien la science qui va balayer tout ça. C'est bien la science, c'est bien ce qui se fait en ce moment du point de vue scientifique qui va balayer toute cette ufologie et qui va pouvoir former des jeunes à quelque chose, comme nous l'avons vu dans cet article de David, qu'il y a un changement de paradigme. Donc il faut essayer de rester optimiste sur la question, parce que on a en ce moment de la matière, et la matière va grandissante là. Et plus qu'on va avoir des études, plus qu'on va avoir des projets, des applications dans le domaine de la science, plus qu'on va avoir des témoignages qui s'ouvrent de pilotes civils, militaires, astronomes, parce qu'il y a beaucoup d'astronomes aussi qui voient des phénomènes aériens non conventionnels, mais ils ont moins tendance à en parler, ce qui peut paraître normal, même si ça ne l'est pas. Ça change. Donc l'article nous met en perspective ce qu'il faut faire. L'article a d'une part une de ses réponses en 2023, puisque l'article doit dater, je crois, de 2012 ou 2013. J'avais pas regardé la date de ce Ufomania, mais effectivement, bon, ça a plus de 10 ans, quoi. Ça a plus de 10 ans, mais il a déjà obtenu une part de réponse positive. Par contre, effectivement, le web a transformé ce qu'il y avait avant dans l'ufologie d'arrière-garde et l'a transposé du point de vue numérique. Et le problème du point de vue numérique, c'est que tout le monde peut avoir accès aux informations les moins fiables. Aussi les plus fiables, mais aussi les moins fiables. Donc, c'est un gros problème encore, ça aussi. C'est un gros problème qu'il faudra s'attaquer, mais il faut pas aller s'opposer constamment à ça, parce que vous ne pouvez rien faire, c'est sur Internet. Ce que vous pouvez faire, c'est faire avancer l'idée de la prise en compte de la science sur cette question. Et vous verrez, vous serez plus crédible en parlant de ce qui se fait du point de vue scientifique qu'en parlant de 10 crashs d'OVNI ou d'un type qui nous parle d'extraterrestres espagnols mangeant de la paella. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça que j'essaie de vous dire, avec toujours cette pente d'ironie, d'humour, parce qu'on est obligé d'en faire pour éviter de partir au drame, tout simplement. Donc, c'est pas ce que vous allez faire. Là, ceux qui correspondent avec l'ufologie dynamique, ce que vous faites actuellement, c'est bien. D'accord ? C'est bien. Ne vous opposez pas. Donnez les bons éléments et les bonnes matières. Et ne rentrez pas dans ceux qui veulent vous voir dans leur chapelle.
dans leur croyance. Même s'ils considèrent que ce n'est pas une croyance, c'est quand même des convictions qui se sont transformées en certitude. Donc on n'est pas loin de la croyance. C'est-à-dire qu'eux le transforment en objet de foi alors que ce n'est pas un objet de foi. Donc essayez de faire ça. Voilà, c'est mes dernières paroles concernant mon dernier discours concernant cet article et puis ce qu'il faut faire. Je continuerai toujours à diffuser ce type de message. J'ai toujours continué à le diffuser depuis ma médiatisation à l'époque locale et puis après un peu plus au point de vue national. Mais je continuerai, je reste droit dans mes bottes, je ne change pas. Je ne changerai pas. Je continuerai. Je préfère toucher sur des milliers de personnes, 10 personnes qui vont agir de la même manière, mais qui vont pouvoir aussi transmettre la même chose à d'autres personnes. Cet effet de boule de neige, j'y crois toujours. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, bye.